Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Est-ce qu'on t'entend? Ouais, c'est une bonne question. On va vérifier que tout le monde nous entende. Oui, c'est bon, on a un premier tour, donc c'est bon. On est parti. Bienvenue à tous. Nous allons faire notre deuxième session de présentation d'OpenCell 15 pour que vous soyez le plus grand nombre à voir et obtenir cette présentation de notre nouvelle version du logiciel OpenCell en version 15. Alors, hop, c'est parti. Donc ce matin, en cette fin de matinée, on va faire une petite présentation, on va se présenter, on va vous présenter un petit peu d'éléments de roadmap et quelques éléments d'information. Une présentation d'OpenCell 15, un peu classique, quelques grandes nouveautés, et nous vous ferons une démonstration de tout ça. Nous terminerons par une séance de questions-réponses. Donc, comme je le mettais dans le chat, vous avez la possibilité, un petit onglet qui s'appelle Q&R, même c'est même pas Q&A, c'est Q&R en haut, dans lequel vous pouvez poser vos questions. On les lira en fin de séance et on y répondra collectivement. Voilà. Donc, petite présentation d'OpenCell. Qui nous sommes? Donc OpenCell, pour un petit rappel, OpenCell, c'est une solution, ce qu'on appelle de quote to cash, donc qui va du devis jusqu'à l'encaissement, qui permet aux entreprises d'optimiser, de transformer leur modèle de business, d'usage et récurrent. C'est tout ce qui va vous permettre de facturer sous toutes ses formes vos clients, vos échanges avec les clients et dans le modèle que vous avez aujourd'hui, celui que vous aurez demain. On se veut plus agile à travers l'ensemble des fonctionnalités qu'on fournit, plus simple, puisque nous avons la possibilité d'intégrer un certain nombre de process et du fait de l'intégration, un certain nombre de choses se font automatiquement et aussi puissant par la diversité de toutes les fonctionnalités que nous mettons à votre disposition. Qui nous sommes, c'est aussi les gens qui sont derrière. Donc là, je vous présente moi-même, Emmanuel Pierre, je suis Chief Product Officer d'OpenCell. À côté de moi, vous avez Stéphane Chambrin, VP Product, Yassine Chetoui, Product Owner, et Koumba Diallo qui vient de nous rejoindre tout à gauche. Voilà. Donc ça, c'est l'équipe aujourd'hui qui travaille pour, et qui va en grande partie parler, pour présenter les nouveautés et qui travaille pour les définir, les tester, les faire fonctionner, les documenter. Donc ça, c'est tout un grand sujet. Évidemment, derrière, nous ne sommes pas seuls. Nous avons toute une équipe, toute une usine de développeurs, de QA, d'architectes, de testeurs, voilà, et de DevOps, ne les oublions pas parce que nous travaillons vraiment en déploiement automatique sur toute la chaîne. Pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'est OpenCell, toujours pareil, une petite introduction pour mieux comprendre la suite. Notre spécialité, c'est le quote to cash. Donc le quote, c'est tout ce qui va être la prise de devis et de commande. Donc tout ce qui va être la négociation, automatisée ou pas avec le client, suivant qu'il soit du B2B ou du B2C, pouvoir négocier les devis, configurer, négocier les discounts, gérer les ordres et l'avancement des ordres, avec tous les process qui vont avec. Deuxième chose, deuxième bloc important, l'abonnement et la consommation. Donc, gérer tout le cycle de vie. Donc, je suis abonné, donc je suis abonné client. J'ai quelque chose qui est facturé de façon régulière ou à l'usage ou à l'usage. Je m'occupe de tout ça, de mettre le bon prix, les bonnes remises. Et effectivement, à la fin, ça finit sur ma facture. On a aussi tout ce qui va être la facturation et le compte client. Donc, tout ce qui va être, je génère, une fois que le client a consommé et les événements ont eu lieu, dans mon cycle qui peut être lissé, mensuel, trimestriel, annuel, je gère mon cycle de facturation. On vous avait présenté les fois précédentes nos capacités d'automatisation et de résilience, on va dire, sur la gestion des cycles de facturation à forte volumétrie. Donc, on a la possibilité de générer les documents de facture, on a la possibilité de générer des factures électroniques. C'est des choses que l'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis aussi de gérer le poste client, ce qu'on appelle aussi la comptabilité auxiliaire, de façon automatique. Donc, la facture est émise. Derrière, problématique classique, le cash, donc l'obtention du paiement. Et s'il n'y a pas de paiement, parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte,
le client ne paye pas à date. Derrière, automatisation aussi, la capacité d'automatiser le recouvrement. Voilà, donc ça c'est l'étape suivante. Et la dernière, bah, c'est dans notre système, vous avez énormément d'informations et donc avec un certain nombre d'outils pour l'interroger, pour gérer des rapports, pour exporter vers d'autres systèmes, tels que la comptabilité générale. Voilà, petite présentation. Dans les nouveautés, on avait déjà commencé à le présenter précédemment. Voilà, donc OpenCell est connu et reconnu par les grands cabinets d'analystes. Nous sommes présents dans le Market Guide Gartner de 2022. On vient juste, il y a quelques semaines, de répondre pour le futur, qui sera certainement soit fin 2023, soit début 2024. Forrester, le dernier publié, c'est 2021, avec un changement d'équipe au niveau des analystes. Et puis MGI, qui est un peu plus actif ces derniers temps, puisqu'on a eu... Nous étions présents en 2022, il y a eu une News Case Note, donc c'est un document qui présente OpenCell, spécifiquement OpenCell, son marché, ses capacités, et nous figurons aussi dans le Agile Top 50 de 2023. Donc tous ces documents chez MGI sont assez facilement obtensibles depuis leur site, donc voilà, je vous invite à aller consulter si ça vous intéresse. OpenCell aujourd'hui et demain, c'est un peu une transition où on parle un petit peu d'autres éléments et puis quelques éléments un peu de roadmap, puisqu'aujourd'hui on n'est pas dans un exercice de roadmap, mais aussi plutôt de présentation d'une version majeure qui vient de sortir. Donc, un petit rappel aussi, OpenCell, c'est le logiciel, mais comme tout éditeur, on a aussi une capacité à fournir du support, la plupart pour les clients qui sont sous licence. Donc, licence, donc support standard et avancé. L'OpenCell Academy qui a été lancé maintenant il y a 6 à 9 mois avec des formations certifiantes et tout un parcours diversifié justement de formation aussi bien fonctionnelle que technique. Et puis, comme chez tous les éditeurs, on a aussi une mise à disposition de ces professional services, donc d'experts pour vous aider dans vos projets d'implémentation, aussi bien clients que partenaires. Très classiquement. Voilà, donc, et maintenant, voilà, quelques éléments qu'on va vous partager. Vous allez voir aujourd'hui que les 2 premiers sujets, on va vous en parler dans la version 15, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites sur la version 15 et qui vont se poursuivre sur les versions suivantes. Et donc la facturation électronique, donc pour faire un très gros résumé, parce qu'on va rentrer dans les détails après, c'est un projet qui se ferait pas en Europe, on va dire. En France, le planning a légèrement décalé. La plupart de nos clients continuent à avancer, puisqu'ils sont très avancés sur ces sujets-là, donc nous, on va continuer avec eux. La performance, sujet très important. On rencontre de plus en plus de problématiques nécessitant de forte volumétrie. On va vous en parler aussi. Donc, il y aura des choses sur la version 15 et on continuera sur la version suivante. Et un sujet de fond qu'on continue à travailler, la reconnaissance des revenus. Voilà, nous allons maintenant mettre la lumière pour reprendre la belle image et parler d'OpenCell 15. OpenCell 15, ça représente 70 nouvelles fonctionnalités. Ça représente 6 mois de travail. C'est un cumul des versions 14.1, 14.2, 14.3 et 15. Donc ça donne une version assez conséquente avec un certain nombre d'évolutions. Donc là, on vous présente un peu les 5 blocs un peu fonctionnels qu'on peut rapprocher de ce qu'on vous a présenté au début. Voilà, je vais faire une lecture assez rapide. Vous aurez beaucoup plus de détails dans les release notes qui est accessible dans la documentation. Voilà, donc sur la partie catalogue, CPQ et souscription, les grandes évolutions de cette version sont la gestion du catalogue en multi-devise. C'était un gros travail qu'on vous annonçait. On l'avait fait sur la partie valorisation. Maintenant, là, en amont dans le catalogue. Donc, il n'y aura plus de conversion de devise si vous utilisez un catalogue en multi-devise. On prendra directement la devise présente du catalogue. Un certain nombre d'évolutions dont je pense qu'il y a certaines personnes sur cet appel, sur ce webinaire connaissent bien pour nous l'avoir fortement suggéré. Et pour l'avoir, c'est d'avoir l'application automatique des discounts depuis le catalogue. Donc, une offre maintenant peut inclure un discount et qui s'applique automatiquement. Voilà.
ça fait partie des évolutions. Un certain nombre aussi d'évolutions dans les discount plans, donc les différents niveaux d'application des discounts, différentes formes d'application. Donc ça avait été présenté au webinaire précédent, mais il y a encore des évolutions qui arrivent sur la V15. Nouveauté de la V15 qu'on va vous présenter, ça va être la gestion des price lists, donc liste de prix que vous pouvez segmenter par client sur un certain nombre de critères dans l'application et la gestion de votre relation contractuelle avec les clients. Le rajout de tout ce qui va être contrat cadre, ce qu'on appelle framework agreement sur la partie quote et order et souscription. C'est des objets qu'on avait créés qui maintenant sont disponibles dans l'interface sur l'ensemble des objets. Et un certain nombre de capacités aussi qui ont été rajoutées, comme l'import en masse de clients et de souscriptions, qui existait précédemment pour certains objets sous forme de job. Là, on peut le faire directement depuis l'interface graphique. Donc ça, c'est le premier bloc. Deuxième bloc, la valorisation et la facturation. Donc, une facture conforme aux normes EN 16931. Donc, c'est les normes internationales de facture avec les mentions obligatoires, etc., etc. La génération d'un format de facture électronique UBL 2.1. Je vous en parle un peu plus loin. Le Dynamic Billing Cycle, c'est aussi un sujet qu'on va vous présenter pour tout ce qui va être la facturation. Donc, j'en parle pas plus pour l'instant. La validation des factures par un certain nombre de règles dans la gestion des factures. C'est la fameuse gestion en masse des cycles pour permettre de passer le maximum d'éléments de facture et de ne retenir que certaines parties sans avoir à annuler le listing des facturations. Ça fait partie de la version 15 et ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Et un certain nombre de choses, on en parlera aussi, d'amélioration des traitements de valorisation et de génération de factures dans le logiciel. Donc ça fait partie des éléments sur la valorisation et la facturation. La gestion du poste client au sens large et de la hiérarchie, on a maintenant un certain nombre de niveaux qui sont ce qu'on appelle flexible hiérarchie. Nous avons la capacité d'avoir l'objet le plus bas niveau, j'ai envie de dire, de la hiérarchie, le compte utilisateur en multi-niveau, ainsi que le niveau customer en multi-niveau. Ça, c'est des choses que vous trouverez aussi dans l'interface. C'est un certain nombre de choses, ça va vous permettre de gérer plus de niveaux de profondeur dans notre hiérarchie, puisque ça s'applique pour un certain nombre de nos clients. Les opérations de compte, donc tout ce qui va être opération de compte, c'est tout ce qui va être, pas les paiements, mais tout ce qui va être la comptabilité en multicurrency. Un certain nombre aussi d'éléments de table de référence visibles dans le portail. Sur la partie accounting et analytics, on a un traitement manuel de tout ce qui va être rapprochement. Donc, on vous l'avait présenté par le passé, on pouvait faire des rapprochements manuels entre une facture et un paiement. Maintenant, on peut faire plusieurs factures, plusieurs paiements et vice-versa dans tous les sens. Donc, on a vraiment une interface métier très pratique et qui fait gagner quand même beaucoup de temps avec les filtres aussi pour pouvoir faire tout ce qui va être les rapprochements manuels. On a aussi rajouté le lettrage. Il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées au cours de ces versions. On parlait tout à l'heure de tout ce qui va pouvoir servir à faire des rapports, donc des rapports ad hoc. On a un outil spécifique d'OpenCell qui s'appelle le Query Builder, qui a été fortement amélioré en ergonomie et qui dispose aussi d'un wizard pour vous guider dans son fonctionnement, pour vous rendre aussi une facilité d'usage. Dans OpenCell, on a aussi intégré tout ce qui va être la clôture fiscale annuelle. Donc, on avait des clôtures mensuelles, mais on a la clôture annuelle, avec des capacités suivant les rôles d'ouverture, de fermeture et de réouverture aussi pour des niveaux CFO. Important aussi. Qu'est-ce que je peux vous présenter encore? Il reste un petit bloc avec différentes petites évolutions. Donc, on a on l'avait présenté précédemment, tout un plan de mise en conformité de l'accessibilité du portail, ce qu'on appelle en France RGA. En anglais, c'est WCAI. On a beaucoup d'évolutions, notamment dans la gestion des contrastes, de la lisibilité. On continue ces travaux dans les versions suivantes.
pour faciliter l'accessibilité. Et puis, on vous donnera un peu plus tard aussi les retours pour savoir à quel niveau nous en sommes arrivés. Nous avons aussi rajouté la génération automatique de code pour vous permettre soit de saisir vous-même un code sur les objets, que ce soit catalogue client, soit de définir quelle forme ça doit prendre. Quand sur Salesforce, vous créez un objet, Salesforce vous crée automatiquement l'objet. Nous avons aussi ce genre de choses un petit peu partout dans Pencil maintenant. Nous avons rajouté aussi des capacités de faire des hosted checkout avec Stripe, donc des paiements Stripe, et puis mise à jour l'interface avec USAP. Voilà. Donc ça, c'est les différentes choses. Il y en a d'autres. Parce que vous ne voyez pas 70, il y en a encore d'autres qu'on n'a pas voulu mettre en avant aujourd'hui encore. Et puis, un certain nombre de choses de performance dans l'interface. Donc ça, vous le verrez dans les démonstrations. Très forte performance, et c'est vraiment sensible, très sensible dans l'usage du portail. Et puis, on a continué à étendre la gestion des rôles par utilisateur dans le portail. Côté documentation, c'est un petit peu tout ça, c'est documenté. Vous retrouverez un certain nombre de choses dans le portail. Il y a 140 nouveaux articles présents actuellement dans la documentation qui a été publiée pour la version 15. Et qui inclut aussi ce qu'on appelle la MACO. Donc la MACO, c'est notre interface spécifique du Vertical Energy sur GRDF et Enedis. Donc, vous trouverez plus particulièrement dans un nouveau bloc qui est apparu, qui s'appelle Energy Market Communication. 64 articles mis à jour, donc là, effectivement, liés à la version 15, toute la partie User Guide qui a été mise à jour, et comme ça avait été suggéré lors d'un user group, une page qui s'appelle Recently Updated Page, où vous trouverez tous les articles qui soient nouveaux ou mis à jour, et en vous indiquant s'ils sont nouveaux ou mis à jour. Voilà, tout ça évidemment versionné. Vous pourrez voir tout ça entre les différentes versions. Donc là aussi, un gros travail de documentation qui correspond aussi à la quantité d'évolution du logiciel. Comme toujours, n'hésitez pas, en bas de chaque page, vous avez la possibilité de nous laisser des commentaires, des demandes de précision, des propositions d'amélioration. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur notre documentation. Voilà. Et nous allons rentrer dans les nouveautés. Yacine, je te laisse présenter. On va vous présenter les trois nouveautés qu'on veut mettre en avant, et dans un deuxième temps, on vous fera des démonstrations. Bonjour à tous. Dans OpenCell, nous avons, bien sûr, c'est un système de facturation. Donc, la base de tout ça, c'est définir les prix avec lesquels on va vendre à nos clients, à vos clients. Et donc, on a remarqué, et c'est une demande forte de nos clients, c'est d'avoir plusieurs types de définition de ces prix, partir du prix principal qui est défini dans le catalogue et avoir la possibilité pour les gens du marketing, par exemple, de définir d'autres prix selon le segment du client ou le type du client, ce qu'on appelle price list ici, qu'on vient introduire dans la version 15, en gardant bien sûr ce qu'on avait avant et s'intégrer parfaitement avec les contrats cadres, qui sont des contrats négociés avec, par exemple, les financiers ou les sales pour définir des prix par client ou par hiérarchie du client. Donc ici, si on prend l'exemple d'un catalogue à 100 € avec un service à 100 €, on peut avoir des price lists qui sont définis par catégorie, c'est-à-dire un petit commerçant ou un grand groupe qui varie d'une ristourne de 5 € jusqu'à 20 €. Après ça, on a la possibilité ou pas, selon les besoins, d'avoir encore une couche de contrat où on va donner, c'est-à-dire faire bénéficier le client d'une ristourne encore de quelques euros, de quelques pourcents, sachant qu'on garde toujours aussi la possibilité de faire un autre discount. Ces strates de définition de prix permettent d'être flexibles et pouvoir, à chaque moment de la vie des contrats du client, de pouvoir définir, de pouvoir négocier et d'avoir la flexibilité de ne pas retourner en arrière, mais au contraire, de faire un prix qui est adapté aux besoins et à la négociation en cours. Donc, si on passe au suivant,
le diapo suivant. C'est bon, c'est bon. Oui, mais Il y a un décalage. Donc, comme on a dit, on a bien sûr une définition généralement au premier lieu statique d'un prix, comme on a vu, à 100 euros. Après, on a bien sûr une segmentation qui va dire c'est des gros clients, il faut bien les faire bénéficier d'un montant moindre ou d'une ristourne de type price list. La deuxième chose, c'est quand on va closer, c'est-à-dire quand on va négocier directement avec les clients, on a toujours ce qu'on remarque sur les gros projets, c'est des contrats cadres par client ou généralement par hiérarchie du client, c'est-à-dire si vous connaissez le billing account ou au-dessus le customer account, où on peut définir un contrat cadre. Et à la fin, quand vraiment c'est finalisé, on a toujours la possibilité de donner quelques pourcents juste pour closer, pour avoir la possibilité de faire ça. Et tout ça, c'est intégré parfaitement dans toutes les étapes de négociation et avant même les générations des factures, sans retour en arrière pour dire là, on va faire bénéficier d'un 5% ou d'un 5 euros après avoir tout finalisé. Donc là, on peut vous... tu vas pouvoir prendre le partage, donc tu vas faire un petit... Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vous montrer la définition de price list parce que c'est la nouveauté dans la version 15 avec les segments, par exemple, et toutes les options qu'on peut avoir sur un price list. On va rappeler la définition des contrats cadres du client et on va faire un exemple d'un client où il va bénéficier d'une price list de contrat cadre et d'une ristourne à la fin au niveau facture. Oui, vas-y. Donc, comme j'ai dit, la définition des price lists, c'est une option activable dans les définitions, si elle est déjà active. Et c'est la nouveauté dans notre version V15. Donc, les price lists, j'en ai défini 3 ici. On peut regarder celle des large customers. C'est une catégorie client qu'on définit et qu'on attache au client pour dire que ce client, c'est un grand client, un grand compte ou un petit compte. On voit ici, j'agrandis un peu, ça sera beaucoup plus visible. On a toutes les règles d'application de ce price list-là. Et on a défini son nom, bien sûr les dates d'application, mais on a aussi toutes ces, on peut appliquer par devise, par pays, par legal entity, c'est la forme de l'entreprise, c'est-à-dire une SARL ou un groupe SA ou un truc. La catégorie des clients, les payment methods ou les sellers. Donc, on a beaucoup de flexibilité pour définir nos price lists sur lesquels ils vont être appliqués automatiquement. Donc, ici, après cette définition-là, on a les price lines, ça veut dire ces price lists-là, ça concerne quelle offre, quel service, quelle charge. Et donc, on remarque ici qu'on va passer de 100 euros à 80 euros pour la catégorie large customer. Ça, c'est la définition des price lists. C'est assez simple et pour les gens qui ont déjà OpenSell, ça rappelle fortement nos contrats cadres qui va présenter les contrats cadres qui s'appliquent aussi automatiquement sur, par exemple, ici, on a défini pour un client, M. Samuel, qui est un client large, on a les dates d'application et on a bien sûr, pareil, sur quelle charge, sur quel produit s'applique. On aura 200 jusqu'à 72 maintenant. Et à la fin, on a bien sûr les discount plans. On a beaucoup de discount plans. On a choisi celui qui s'applique sur l'invoice. On peut mettre bien sûr des valeurs ou des pourcentages. Ici, on a mis une valeur flat de 2 euros. Donc, si on va faire l'exemple pour arriver à imbriquer tout ça et avoir un prix à la fin qui est en adéquation avec chacun à appliquer dans tout le processus de cotation et de facturation de ce client-là. Donc, on a la price list ici. Et donc, elle s'applique automatiquement. On aura la liste automatique pour dire que c'est une price list large parce que le client est large, en prenant en compte la catégorie du client.
Ici, on va rajouter l'offre qu'on a. Save. On va rajouter la quantité. On voit ici directement qu'on a appliqué d'une la price list, de 100, on est passé à 80, et directement, sans même choisir la play fragment, c'est le contrat cadre, parce que le contrat cadre, il est appliqué à ce client-là automatiquement. Donc ici, on va publier notre cote. On voit très bien que la price list, elle passe du code à l'order. On a toujours notre price list ici. On va valider. On a la souscription qui est créée. Pareil, on peut toujours vérifier à chaque étape que notre price list elle est en train d'être instanciée à chaque étape. Donc ici, elle est instanciée. Donc pour ce client-là, on va avoir besoin de faire tourner un script. C'est lui qui fait génère le rated de transaction. Et donc, on va avoir ici notre montant de 72 €. Donc, on est passé appliquer la price list et appliquer le contrat cadre. La dernière étape serait de facturer ses clients, tout simplement en créant un billing run, incluant son billing cycle ici. Et donc, si je processe ce client, je peux rentrer sur la facture et rajouter directement un discount ici sur invoice. On a vu tout à l'heure que c'est un discount de 2 €. Donc, on va bien voir qu'on a l'application du discount de 2 € sur un prix de 72. Avec la taxe, ça fera du 73,50. Ici, si on valide, on peut retourner à notre billing run pour valider. On a notre facture avec toutes les strates qu'on a appliquées, c'est-à-dire le discount plan et les price list et le contrat cadre. Bien sûr, on a les discounts qui peuvent être de différents types. On a choisi ici un discount plan pour en fait passer d'une étape à une autre, mais on peut l'appliquer plus en amont sur la cote, par exemple, ou plus en détail sur les invoice lines. Donc, en résumé, c'est-à-dire on a les outils pour, au moment de définition des contrats avec les clients, de dire qu'on va utiliser cette option-là ou cette option-là, ou les trois en même temps, entre les price lists et les contrats cadres et les discounts pour arriver à satisfaire la clientèle et le business demandé. Voilà. Yacine. Donc, moi, je vais reprendre la suite sur la présentation suivante. C'est bon sur vos écrans? Non, pas encore. J'ai arrêté. Passe encore. Je n'ai pas le casque rouge. Pourtant, je pensais. Hop. Voilà. Il vaut mieux de vérifier. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Partie suivante. Donc, on va faire un petit zoom sur la facture électronique. Donc, bon, pour un petit rappel, c'est quelque chose qui s'implémente à travers l'Europe dans un certain nombre de pays. À gauche, vous voyez effectivement les pays les plus avancés dans la mise en œuvre en fonction de la couleur. Voilà. Aujourd'hui, OpenCell, nous, on se retrouve un petit peu au milieu de la croisée des chemins de voir un certain nombre de choses qui sont demandées à droite, à gauche. En Europe, il n'y a clairement pas de convergence entre guillemets sur les formats ou la façon d'échanger de façon électronique. Il y a un certain nombre de formats qui coexistent, des formats historiques et des nouveaux formats qui sont en train d'être définis, voire même qui shiftent avec le temps. Je pense que vous avez tous entendu parler effectivement du planning français qui a décalé pour l'instant, qui est plus ou moins annoncé décalé 2 ans. Donc, je disais tout à l'heure aussi qu'un certain nombre de clients qui sont avancés continuent malgré cela pour
pour ne pas arrêter ce qu'ils ont commencé, ce qui est tout à fait normal. Donc nous, OpenCell, en tant qu'éditeur, on a effectivement aussi ce problème de savoir où on va et quel va être le meilleur chemin. Bon. Voilà. Une des hypothèses que nous avions prises dans les versions précédentes, pas tant que ça, puisque c'est surtout pour la 15 que vous allez trouver le résultat, c'est d'implémenter l'intégralité, voire même la très grande partie de la norme EN 16931, que vous allez aujourd'hui retrouver dans la version 15 et qui va inclure un certain nombre d'éléments normalisés, donc vous aurez le choix d'afficher ou pas, et qui seront déjà présents dans la facture d'exemple PDF qui est fournie avec OpenCell, la facture standard, donc pour faciliter le démarrage plus rapide de vos projets, d'autant plus que cette facture prend en compte le multi-devise, la conversion de devise. Voilà, donc ça nous a permis de mettre à jour et de fournir un format de facture PDF d'exemple plus avancé. Concernant la problématique des formats, j'en donnerai un petit mot, je présenterai ça un petit peu plus juste après. Notre choix aujourd'hui est basé sur la capacité à fournir l'extensibilité contre l'incertitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les formats changent, les formats vont évoluer, les formats vont s'étendre. Un format, par exemple, UBL ne gère pas nativement la multicommande. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui bloquent sur certains formats par rapport à d'autres, qui sont en train d'être contournés par des extensions. Un certain nombre de tables normalisées évoluent à la demande des États. Voilà. C'est difficile de fournir quelque chose au milieu de tout ça qui soit, entre guillemets, future-proof. La seule chose qui répond en fait à cette problématique, c'est de fournir la capacité d'étendre ce que nous fournissons OpenCell pour les intégrateurs, etc., pour nos clients, pour qu'ils puissent, eux, demain, gérer leur aspect, ce qui va évoluer et ce qui va, entre guillemets, être plus spécifique à leur activité. Un petit rappel, parce qu'on nous a posé la question, et c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on fait la présentation, on se dit tout le monde est un petit peu au même niveau, mais ce n'est pas toujours le cas. En France, on parle de PDP et de PPF. PDP, c'est le partenaire de dématérialisation, c'est-à-dire l'entreprise à laquelle vous allez devoir vous raccorder pour transmettre les fichiers. OpenCell fait la facture, mais OpenCell n'est pas connecté à une plateforme extérieure nativement. Donc, aujourd'hui, il y avait un pilote pour les PDP en France. Les pilotes, voilà, tout le planning est shifté, comme je vous l'expliquais. Voilà. OpenCell sera dans tous les cas raccordé à un PDP. Pourquoi? Parce que le PDP, c'est une plateforme qui va être en ligne, ça va être du SaaS. Et le PDP fournit un certain nombre de rôles et de fonctions qui n'est pas du rôle d'un système de facturation comme le nôtre. Donc, il y a un certain nombre de fonctions basiques comme la vérification de la conformité. Un autre plus important qui va être la transmission. La transmission, et en France, c'est une transmission en Y, une transmission vers le destinataire, mais une transmission vers les services de l'État pour tout ce qui concerne la TVA. Va gérer aussi la réception dans l'autre sens. Donc, OpenCell ne gère pas la comptabilité générale, ne gère pas les factures qui seraient émises par des fournisseurs. Voilà, je le rappelle comme ça pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Voilà, donc tout ça, c'est des rôles qui vont être délégués ou gérés spécifiquement par la plateforme PDP. Voilà, le PDP étant, comme nous, on en a rencontré quelques-uns, une évolution de ce qu'on appelait des opérateurs de dématérialisation, c'est-à-dire les gens à qui vous envoyez une facture en PDF, qui allait au papier ou un scan, qui devait aller le scanner, qui allait en faire une version numérique, typiquement pour les envoyer aux entités gouvernementales aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un petit rappel de contexte. Hein. Donc, ce sera à la charge de nos clients de trouver avec qui ils vont contractualiser quand les PDP se seront fait certifier, puisqu'ils seront eux-mêmes certifiés par l'État. Voilà. Pour revenir maintenant aux problématiques de facturation électronique, nous, côté OpenCell, notre choix, c'est de dire nous allons intégrer tout ce qui va être les paramètres de la facturation électronique, donc la norme EN 16931 dans nos objets. Donc, des éléments qui vont être définis dans le setup de la plateforme, c'est le cas de le dire. Donc, tout ça va être défini en amont par le paramétrage des objets.
Et derrière, ce sera transparent pour la génération de factures. Donc, vous pourrez dire, je générais un visuel, donc un PDF, ou un format électronique, et ce sera derrière pris en compte automatiquement dans les traitements habituels d'OpenCell. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect, entre guillemets, intégration, et puis l'aspect extension sera effectivement à la sortie dans ce qui sera généré. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui, alors je vais faire tout ça sur les slides pour vous montrer un petit peu quelles sont les données de référence aujourd'hui impactées. Je vais vous en présenter quelques-unes, il y en aura d'autres dans le futur. Les informations donc, dans les données de référence, les informations sur le client, et puis ce que ça veut dire en sortie. Un petit mot aussi, aujourd'hui, OpenCell, nous avons fait le choix du format UBL, puisque c'est un format que nous ont demandé certains partenaires. C'est un format européen qui est compris au sens, on va dire, plus large à travers les différentes frontières. Donc, on a préféré privilégier ça aujourd'hui dans notre roadmap par rapport à d'autres formats qui seraient, entre guillemets, plus réduits dans la mise à disposition et dans les déploiements d'OpenCell. Voilà, donc petite démonstration. Alors là, je suis très PowerPoint. Ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer des vues un peu plus, même si elles sont un peu rébarbatives, mais un petit peu plus de format comme ça, un petit peu synoptique. Donc vous voyez à gauche, donc vous allez trouver dans les General Settings un certain nombre de tables de référence. Pas tout à fait tous, parce qu'il y en a qui se cachent au milieu, qui ne sont pas des tables de référence comme la table des taxes. Donc, il y a un certain nombre de tables de référence qui ont été rajoutées. Donc, qui veut dire table de référence, c'est des éléments qu'on va vous fournir prépopulés avec un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir utiliser. Des mises à jour sont prévues, puisque les organismes de validation internationaux ont rajouté d'autres valeurs. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours, que vous trouverez sur des versions 15.01 à venir. Donc ça, c'est la partie EN16 931. Donc, quels sont les impacts? On va avoir des impacts sur un certain nombre d'objets d'OpenCell. Un des premiers objets, ça va être les articles. Donc, les articles, c'est ce qui va faire le lien entre votre ligne de facture, la définition comptable, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Typiquement, si je crée un code de discount, je vais devoir déclarer le type de ce qu'on appelle allowance code en EN16 931 pour dire que c'est un type discount et quel type de discount. On va trouver aussi un nouveau champ qui va être le type de classe, le type de taxe de classe. C'est typiquement de savoir est-ce que cet article-là donne lieu à une exemption ou pas, et quand il y a une exemption, de dire quel type d'exemption on référence. Ça va me permettre de sauter directement à l'objet taxe en face. L'objet taxe, lui, en miroir, la taxe va devoir porter effectivement la notion de quelle catégorie de taxation, et s'il y a des exemptions, définir aussi, justifier quelle exemption. Donc là, on est au niveau de la ligne. On a aussi cette notion d'exemption qui était déjà présente au niveau du client. Donc là aussi, il y a une petite évolution pour que l'on puisse saisir typiquement l'article de loi qui fait que le client est exempté. Autre évolution au niveau effectivement des billing accounts, donc des comptes de facturation, des user accounts, donc des comptes d'utilisateurs. On va retrouver effectivement la nécessité de déclarer le système d'enregistrement de l'entreprise. Donc là, nous avons rajouté une table de référence qui donne tous les codes d'enregistrement un petit peu internationaux, qui soient publics, typiquement le SIRET pour la France ou le SIREN, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, le Duns & Bradstreet, le GLN, voilà, vous pouvez le choisir, et ça permettra de typer ce qui va être utilisé dans les factures électroniques, le numéro d'enregistrement. Autre évolution qu'on a rajoutée, c'est la validation du numéro de TVA intracommunautaire par rapport à la base de données VIES. Donc, si vous êtes en Europe et que vous saisissez un numéro de TVA intracommunautaire, nous vérifions que ce numéro est valide. Donc là aussi, c'est très important pour échanger typiquement avec l'État. C'est une petite aide pour vérifier que le numéro saisi est bien un numéro valide. Alors, exemple très simple, il y a eu le Brexit. Le Brexit, les numéros étaient dans la base VIES.
Aujourd'hui, si vous saisissez un numéro de TVA anglais, vous verrez, vous n'aurez pas la petite vérification parce que ce n'est pas un numéro intracommunautaire. Voilà. Ça, c'est un petit exemple aussi de choses qui ont été rajoutées, pour Legal Entity Type aussi. Et pour ceux qui connaissent un peu la facturation électronique, ce qu'on appelle le type de facturation, le type de facture, c'est un élément qui est défini sur un objet chez nous qui s'appelle Invoice Type, donc il y a le 380 pour la facture, le 381, 382. Tout ça, c'est du setup initial que nous, on va gérer en migration et que vous pourrez retrouver automatiquement présent sur les types standards que nous, on fournit, et voire même les temps, comme c'est déjà le cas. Pour tous ceux que ça intéresse, nous avons mis à jour récemment la documentation. Alors là, c'est sur la version current, où vous trouverez toutes les valeurs qui sont migrées automatiquement quand vous passez à la version 15, notamment des invoice types, pour voir un peu quels sont les objets modifiés et quels sont modifiés tels que je vous les présente maintenant, mais qui vont être aussi migrés, c'est-à-dire quelles sont les valeurs par défaut qu'on va positionner, et donc que vous devrez revoir en migrant vers une version 15. Maintenant, quelque chose un petit peu plus pratique. On parlait de théorie. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus pratiquement. Alors, vous trouvez tout ça effectivement dans la documentation. Hein. La nouvelle facture OpenCell à partir de la version 15. Hein, vous voyez un petit peu le template à gauche. Avec la bonne souris, ce sera beaucoup plus simple. Ah, on ne voit pas la souris. Dommage. Tant pis pour moi. Donc, je vais essayer de le présenter. Donc, sur la partie gauche, vous allez trouver je ne sais pas si c'est la mienne qui est visible, mais j'ai l'impression que non, on ne voit pas la souris dans tous les cas. Ce n'est pas grave. Donc, une facture, c'est considéré, et on retrouve classiquement et théoriquement trois parties. Ce qu'on appelle, nous, la partie haute, ce que j'appelle les headers, donc les éléments de numérotation de la facture, la date de la facture, la date à laquelle elle est due, et les parties, ce qu'on trouve dans la facturation électronique, c'est-à-dire qui vend à qui est livré, qui est facturé, qui paye. Voilà, donc c'est toutes les parties que l'on voit sur la gauche, où moi j'ai surligné avec les objets OpenCell. Hein, donc typiquement, le pied de facture, on va retrouver qui vend, avec les éléments obligatoires, l'enregistrement, l'adresse, son code TVA, etc. Donc sur la partie gauche, vous allez trouver toute la partie là, en haut, vous allez trouver là, typiquement qui est facturé, donc le billing account dans nos objets, qui est le client, donc le customer, qui est livré, donc le user account, et d'où vient le moyen de paiement, il vient du customer account, donc le payeur. Voilà, donc ça c'est pour vous présenter un petit peu la théorie. La partie centrale, ça va être le bloc que moi j'appelle taxe legal monetary, c'est-à-dire les macro-blocs. Donc, où vous allez trouver plutôt ce que nous on appelle des agrégats, donc typiquement les groupes de type de ligne, le split de TVA, le montant total de la facture TTC hors taxe, le montant de la taxe, et puis le net à payer, qui est, entre guillemets, l'élément principal attendu aujourd'hui par les premières étapes de facturation électronique. Dans un deuxième temps, et nous c'est déjà présent, tout ce qui va être le détail de facture, les lignes de facture qui vont être présentées avec la quantité, le prix unitaire, le montant de la taxe, le type de taxe qui va être appliqué en référence à la première page. Voilà, donc tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans une facture, on va dire PDF classique, on va le retrouver dans la même façon dans une facture électronique. La différence, c'est que ce n'est pas ce qu'on appelle en France un VINible. La facture électronique, c'est plutôt un format très normé, mais on va retrouver exactement les mêmes blocs et on va retrouver des fois des choses plus détaillées qu'on trouve dans un visuel parce que la facture électronique, c'est facile de rajouter un bloc avec des précisions, alors que dans le visible, on va avoir des problématiques de mise en page, de choses qu'on veut présenter ou pas. Voilà. Donc c'est pour vous dire vraiment, il y a une cardinalité 1-1, voire même plus de détails dans une facture électronique que dans une facture dite visible telle qu'on a l'habitude de le voir aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément important. Deuxième élément important, OpenCell a et gardera cette capacité de générer les deux. Les deux sont générés à partir de la même information. Et on pourra même, dans une version future, ce qui n'est pas encore le cas de la 15.0, intégrer le visible, c'est-à-dire le PDF, dans l'UBL. Tout ça, c'est prévu par le format. C'est des possibilités que vous aurez aussi. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter
et présenter rapidement ce que nous avons prévu sur la facturation électronique. Le sujet suivant étant présenté par Stéphane sur la partie performance. Oui, tout à fait. Moi, je vais vous parler des évolutions qu'on a fait au niveau performance sur notre produit OpenCell, tant sur la partie back que sur la partie front. Bon, je vous montrerai plutôt la partie front, parce que la partie back, c'est lancer les jobs, c'est les traitements qui sont très longs, qui ont été modifiés. Mais on a mis à jour la majorité de nos jobs de traitement, que ce soit la partie valorisation, la partie facturation. Notre objectif, c'est de pouvoir traiter des centaines de millions d'événements par mois. Objectif dont on s'approche de plus en plus. Mais la problématique qui se pose avec ces volumétries, c'est aussi la problématique de leur visualisation dans le portail. Si on a une table avec des centaines de millions d'enregistrements, faire une simple requête pour afficher ces lignes dans le portail, ça peut être très, très coûteux. Et il a fallu faire des aménagements sur le portail pour arriver à ça. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. D'une façon globale, alors ces améliorations, bien sûr, elles sont faites pour les clients à forte volumétrie, mais elles bénéficient aussi à l'ensemble des clients, puisqu'en retravaillant les pages, on a aussi beaucoup accéléré leur affichage, le fait de changer de page, etc. Si vous êtes habitué aux anciennes versions d'OpenCell, vous avez peut-être pu remarquer quelques lenteurs, mais là, comme on a pu le voir notamment déjà avec la démonstration d'Yacine, pour passer d'un écran à l'autre, c'est quasiment instantané. Donc, on a bien travaillé là-dessus, à la fois sur l'optimisation des requêtes pour récupérer les données, et à la fois sur l'organisation elle-même des pages pour que justement, on ait moins de latence. Le premier, alors, plus précisément, ce que je vais vous montrer, c'est... alors, je ne vais pas le faire dans l'ordre qui est indiqué ici, hélas. Je vais commencer par la chose qui est au milieu. C'est définir, en fait, je vais vous parler des Open Billing Run, qui est une nouvelle option qu'on a rajoutée sur les runs de facturation, qui permet de lisser la charge de génération des lignes de facture tout au long de la période de facturation, plutôt que d'attendre la fin du mois, enfin la fin de la période de facturation pour tout lancer d'un seul coup. Et ce que je vais vous montrer également, c'est à quel endroit et comment on peut définir quelles sont les tables et les vues pour lesquelles on sait qu'on a des problématiques de volumétrie et donc pour lesquelles on doit adapter le fonctionnement du portail. Tout d'abord, donc, ce nouveau fonctionnement des runs de facturation. Alors, le fonctionnement précédent existe toujours, c'est une option supplémentaire qu'on active ou pas sur le run de facturation. C'est donc les runs de facturation ouverts. Pourquoi ouverts? Parce que les lignes de facture restent ouvertes tout au long de la période de facturation. Donc, on va créer le run de facturation en début de période. Petit à petit, on va rajouter des lignes de facturation. Donc ça, pour l'instant, rien de normal, rien d'anormal. C'est ce qu'on fait habituellement. Sauf que dans ce cas-là, on va rajouter une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'une fois que les lignes de facturation ont été ajoutées, au lieu de clore la création des lignes et de générer les factures, on va rester dans une étape ouverte qui va permettre d'enrichir ces lignes de facturation avec les nouveaux événements qui vont arriver au fil du temps. Donc, typiquement, quand on parlait tout à l'heure de plusieurs centaines de millions d'événements, plutôt que d'avoir à créer des factures sur des centaines de millions d'événements en fin de mois, tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, on va pouvoir créer les lignes de facture pour les centaines de milliers de lignes qui vont arriver chaque jour. Alors, ce schéma, si vous voulez le retrouver avec davantage d'explications des différents statuts et tout ça, c'est disponible dans la documentation qui est accessible depuis notre espace support. Et là, je vais passer à la démo. Donc, je vais vous montrer le Billing Run. Petite démo alors, sur un volume de données très restreint, mais c'est juste pour avoir l'idée, l'enchaînement et du fonctionnement. Et après, je vais vous parler
des améliorations de portail qu'on a effectuées. Je recharge l'application parce que j'ai forcément été déconnecté depuis que j'ai ouvert la page. Le premier chargement de l'application reste un petit peu long parce que c'est une application volumineuse. C'est un one-pager, donc c'est une application complète qu'on charge au début. Mais une fois qu'on l'a chargée, le passage d'une page à l'autre est bien amélioré. Donc, alors, j'ai un client. J'ai défini un client qui s'appelle Acme Corporation. Ce client a un certain nombre d'éléments valorisés à facturer. Ici, ce sont les rated items qu'on voit ici qui sont ouverts. Donc, je décide de les facturer au début du mois. Et pour cela, je vais créer un run de facturation, comme vous l'a montré tout à l'heure Yacine. À cette petite différence près, je choisis son run de facturation, c'est que là, on va cocher cette petite case qui s'appelle Incremental Invoice Lines, qui va permettre de transformer notre billing run en billing run de type ouvert et de rajouter le nouveau statut open qu'on a vu tout à l'heure. J'ai créé mon run. Maintenant, je vais l'exécuter. Il est en train de créer les lignes. Alors, c'est instantané parce que j'ai que 2 lignes à facturer. Donc, je rafraîchis la page et on voit qu'on est dans ce statut open. Dans le statut open, alors pour l'instant, on n'a pas encore les rapports de préfacturation qui sont censés être ici. Ils sont en train d'être développés. Ils seront présents sur la version 15.1. Mais on peut revenir sur la page des billing runs. On voit ici qu'on a facturé un certain montant. Je vais retourner sur mon client pour lui rajouter des rated items à facturer. Donc là, on voit que les rated items présents sont devenus facturés. Je vais en rajouter un autre sur sa première souscription. On voit donc qu'on a une nouvelle ligne à facturer sur le client. Je retourne ensuite au niveau du billing run, qui est dans son statut ouvert. Et ici, on voit que le bouton Process, en fait, s'est transformé en un bouton menu avec 2 options. Une première option qui est importer les nouveaux éléments et garder les lignes ouvertes. Et une deuxième option qui est de clore les lignes et générer les factures. Donc là, on va pouvoir importer les nouvelles lignes. Tout à l'heure. Le run reste en statut ouvert. Il va rester en statut ouvert jusqu'à ce que vous décidiez de le fermer. Donc, typiquement en fin de période de facturation. Si je retourne en arrière, on voit que le montant à facturer a augmenté conformément à ce qu'on a vu précédemment. Une fois que j'ai fini d'intégrer tous mes éléments à facturer, je décide de clore mon run de facturation. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la même situation qu'on avait avant, c'est-à-dire avec des factures draft qui ont été générées. Les factures peuvent être validées, soit manuellement, soit par le run de facturation. Si vous avez besoin de faire une validation manuelle, eh bien, vous pouvez le faire directement sur la page, mais sinon, je vais cliquer une fois de trop. Si on réexécute le run de facturation, les factures sont automatiquement validées. Donc, ça, c'est pour le billing run ouvert. Alors évidemment, tout ça, ce que j'ai fait manuellement en appuyant sur des boutons, ça peut être fait également par des jobs. Et d'ailleurs, c'est probablement comme ça que vous allez le faire la plupart du temps si vous avez de fortes volumétries. Les jobs qui vont être ordonnancés dans le temps pour pouvoir traiter les différentes étapes en fonction de la charge de vos machines, etc.
Si on revient sur les améliorations du portail, alors on a déjà vu que les pages s'affichaient rapidement. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'était le fait de définir des entités et des listes pour lesquelles on sait qu'on aura des problèmes de volumétrie. Et pour ces listes, donc, on va modifier le comportement du portail de manière à l'adapter à ces fortes volumétries. Alors, ouais, j'ai vu qu'il y avait un problème de synchro et donc je suis allé dans l'application General Settings, dans Application Settings, Feature Management, et ici j'ai une section qui s'appelle Volume Management, où on peut définir un certain nombre d'entités dont on sait qu'on aura des problèmes de volumétrie. Notamment, typiquement, celle-là, c'est pas la peine, j'ai défini la table des Wallet Operations comme étant une table à forte volumétrie. Ici, on précise la liste sur laquelle on veut appliquer les améliorations de volumétrie. Alors, la liste des identifiants de liste, elle est disponible. C'est expliqué dans la note comment y accéder. Vous êtes autonome là-dessus. Donc, je reviens sur cette liste, la liste des rated items. La liste des rated items, je ne l'ai pas paramétrée comme étant une liste à forte volumétrie. Presque. Moi, j'ai la même chose que ton écran. Ah, tu as la même chose que moi. C'est juste l'écran de la salle. Vraiment l'écran de la salle. C'est toujours l'écran de la salle qui est en retard. Ouais. Donc, comme vous le voyez, là, c'est le fonctionnement actuel des pages de liste. On a immédiatement le résultat qui s'affiche quand on ouvre la page. Et à chaque fois qu'on tape sur un caractère, qu'on modifie un filtre, on va avoir une requête qui va être envoyée au serveur pour récupérer les éléments qui correspondent au filtre. Et donc, on imagine que sur des millions et des millions d'enregistrements, ça peut être très coûteux. Bon. Pour éviter ce genre de problème, nous avons décidé de définir un comportement différent pour les listes à forte volumétrie, qui est celui que je vous présente maintenant, sur les Wallet Operations, que j'ai défini comme étant une entité à forte volumétrie. Déjà, la différence, c'est que quand on arrive sur la page, il n'y a pas de requête qui est faite au démarrage. On attend d'avoir configuré un filtre et d'avoir appuyé sur le bouton « Filtrer » pour afficher le résultat. Et de la même façon, si on modifie ici le filtre, il ne se passe rien tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton « Filtrer ». Donc ça permet de limiter en fait le nombre de requêtes sur ces tables très volumineuses. En plus de ça, on a aussi amélioré l'API qui va faire les requêtes pour éviter les jointures inutiles, par exemple, et ce genre de choses. Notamment pour le comptage des lignes. Ce qu'on peut remarquer ici aussi, en bas, c'est qu'ici, on n'affiche plus le nombre total d'éléments et le nombre de pages, parce que le comptage du nombre de lignes peut être très, très, très coûteux. Donc ici, on a simplement la taille de la page et les pages suivantes et les pages précédentes. Voilà, j'ai une 60aine d'éléments, pas plus, donc ça ne joue pas tellement. Mais ça aussi, ça permet d'améliorer la réactivité. Tout ça, c'est des stratégies pour gérer des millions, voire plus de lignes. De la même façon, là, sur les grosses volumétries, on ne va pas être capable de trier les colonnes. Pourquoi? Parce que le tri, c'est une opération très, très coûteuse en base de données. Donc, on a retiré la possibilité de trier les colonnes avec ces grosses volumétries. Voilà. Donc, on est toujours en train de travailler pour améliorer. Hein. C'est un travail constant. Dans les versions correctives de la 15.0, il y aura aussi des nouvelles améliorations. On améliorera encore sur la 15.1. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on essaye
de continuer à chaque version, toujours pour améliorer les performances. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est première chose, c'est quelle que soit la version que vous aviez avant, si vous passez à la 15 d'un point de vue portail, vous pourrez noter effectivement des vraies améliorations de performance dans l'usage quotidien. Et on a aussi cette capacité maintenant même à gérer des très fortes volumétries, le trait étant au million, voire au milliard, avec des stratégies d'accès à la donnée. Voilà, nous arrivons maintenant sur la partie Q&A. Alors, il y a déjà eu, j'ai vu deux questions posées sur la partie Q&A qu'on va répondre. N'hésitez pas à rajouter d'autres questions, puisqu'on est maintenant à la fin de la session. Là, il est 12h06. Voilà, je vois qu'on a pas mal tenu le planning. Donc, on a une première question qui nous dit je vois que vous utilisez le format UBL pour la génération de factures. Est-ce que le format FactureX est compris aussi en 15.1? Alors, voilà, j'ai un peu donné la réponse, hein, puisque la question l'a eu très tôt. Aujourd'hui, nous, on a vraiment fait le choix, aujourd'hui dans notre roadmap, de démarrer sur le format UBL, parce que c'est un format ouvert plus largement que le FactureX. FactureX, c'est un format pour la France et l'Allemagne. Alors, si d'autres pays souhaitent l'adapter, l'utiliser, pourquoi pas. FactureX, pour expliquer rapidement ce que c'est d'abord un visible qui inclut un PDF qui inclut un format XML. Donc, ça permet de gérer mieux la transition, on va dire, entre le PDF qu'on avait l'habitude de recevoir et le format électronique. Même si aujourd'hui, pour avoir rencontré un certain nombre de PDP, eux, ils sont dans une autre stratégie. C'est des anciens opérateurs de dématérialisation et eux vont plutôt prendre en entrée le visible et le format type UBL et transférer les deux. Donc, voilà. Donc, nous, on a des gros partenaires, voire des gros clients qui nous ont dit on souhaite partir sur l'UBL. On avait le choix, hein, UBL, CI, etc. Aujourd'hui, en tout cas, notre roadmap, elle est construite sur l'UBL, en tout cas, pour l'instant. Ce n'est pas exclusif et ce n'est pas limitatif non plus, puisque faire du FactureX, hein, vous l'avez vu, on fait du PDF, on peut générer d'autres formats et ça veut dire que arriver à du FactureX à partir de ce qui sort d'OpenCell, c'est totalement atteignable en intégration. Donc ça, c'était la question sur la partie format. On a une autre question qui est plus sur... je ne sais pas qui veut la prendre, si c'est Stéphane ou Yacine. C'est la question de pricing. Si un contrat cadre arrive à expiration, c'est une date de terminaison enregistrée et qu'un discount lui est appliqué, est-ce que le client revient au prix price list par défaut ou au prix public? Une fois le contrat cadre arrive à expiration, c'est-à-dire la date elle est renseignée, on la dépasse ou on le désactive, parce qu'on peut désactiver un contrat cadre, il n'est pas appliqué. Et sur les nouvelles factures, en tout cas. Sur les nouvelles factures, bien sûr. Sur les nouvelles consommations du client, usage du client. Et les autres briques, si elles sont définies pour ces clients-là, elles seront toujours appliquées. C'est-à-dire s'il revient au price list, si elle est encore valide, ou il revient au prix catalogue, si price list, elle aussi, elle a une date de terminaison qui arrive à échéance. Ça, c'est automatique. Je pense que c'est juste une question pour vérifier. Est-ce que le discount est toujours actif ou pas, dépendance en fonction du contrat cadre? Il n'y a pas de lien. Le discount, c'est une brique toute seule. On peut définir un discount sur invoice line, c'est-à-dire ligne de facture, ou invoice facture, ou code, ou produit, product. Si on la signe sur une offre et vous prenez cette offre-là, vous allez bénéficier. Sinon, vous n'aurez pas ce discount-là. C'est-à-dire il n'est pas lié au contrat cadre. Le contrat cadre, c'est une définition d'un prix par rapport à un prix catalogue. Et le discount, c'est le dernier geste pour dire les 5%, 10% ou les 10 euros, les 5 euros qu'on donne à un client ou directement à une offre. Donc, c'est une brique toute seule. Elle n'est pas en lien, elle n'est pas indépendante du contrat cadre.
Regarde, c'est rien de plus à dire. Ce qui est important de noter, c'est que d'abord, on prend le prix du contrat cadre. S'il n'y a pas de contrat cadre, on va chercher un prix dans une price list. S'il n'y a pas de price list, quand je dis pas de contrat cadre ou pas de price list, c'est pas de contrat cadre valide ou pas de price list valide. Dans ce cas, on va aller chercher le prix du catalogue. Donc ça, tout ça, on l'a documenté pour expliquer effectivement l'ordre d'évaluation des tarifs, justement avec l'intégration des price lists. Vous trouverez tout ça sur notre documentation. Alors, nouvelle question. Alors, il y en a deux nouvelles questions. Alors, un sur les billing run, Stéphane. Oui. Avec un billing run open, est-ce que l'agrégation des invoice lines fonctionne de la même manière que pour les billing runs normaux, c'est-à-dire mis à jour tous les jours? Oui, la réponse est oui. Comme je disais, non seulement on va créer, quand on va intégrer les nouveaux rated items, on va d'abord vérifier s'il y a des invoice lines qui correspondent aux mêmes critères d'agrégation. Si c'est le cas, on va mettre à jour ces invoice lines. Si ce n'est pas le cas, on va créer des nouvelles invoice lines. Donc oui, l'agrégation fonctionne. On en parlera une autre fois, mais on rajoute des critères. On est en train de rajouter, mais ce sera pour les prochaines versions, des critères d'agrégation supplémentaires. On est en train de le faire. Oui. Il y a d'autres choses qui arrivent dans les versions suivantes, mais effectivement, pour la réponse de Stéphane est bonne. Alors, j'ai une autre question pour la facturation électronique. Est-ce que les numéros d'enregistrement tels que Siret, Sirène, est-ce que OpenCell est raccordé à la base INSEE pour des vérifications? Alors, aujourd'hui, on ne l'a pas encore prévu. On s'est posé effectivement la question de se dire comment est-ce qu'on peut le faire pour faire en sorte que ce soit l'INSEE pour la France ou une autre base pour un autre pays. Alors, la chance qu'on avait tout à l'heure quand je présentais la base VIES, c'est qu'elle est unique pour toute l'Europe. Ça, c'est génial, j'ai envie de le dire. C'est valable pour tous les pays d'Europe. Pour l'INSEE, alors effectivement, l'INSEE, ça va être la France. La question, elle se pose effectivement, on se l'est posée, de se dire, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on permet de le faire en laissant ouvert, en disant, si c'est telle société qui enregistre, quel type d'API peut permettre de vérifier dessus. Effectivement, c'est des questions qu'on se pose et qu'on pourra effectivement se poser des questions pour la roadmap. Ça nous obligera à faire un truc paramétrable, puisqu'il faudra quelque chose de paramétrable. On ne l'a pas montré, mais il y a des dizaines de choix possibles de systèmes d'enregistrement. Ouais. Et donc, on ne les connaît pas tous. Et la plupart de nos clients sont en France, donc surtout des Siret et des Sirènes, évidemment. Donc, il faudra faire un truc ouvert avec probablement, si on le fait par défaut, le contrôle sur Siret, évidemment, et la possibilité de rajouter d'autres API de validation pour les autres systèmes. Pourquoi on l'a fait sur la TVA? Parce que c'est un des critères de routage qui sont prévus. Il y en a d'autres, effectivement, qui peuvent être le Siret. C'est pour ça aujourd'hui, on se pose aussi la question sur, effectivement, ce genre de vérification. Parce que, évidemment, alors, là, on parle d'OpenCell. Le PDP, lui, va le faire. Ça, c'est une certitude. Donc, il fera la vérification de la TVA, il fera aussi la vérification du Siret-Sirène. Ça, ce sera un des rôles du PDP. Donc, ça, vous pouvez être garanti là-dessus, puisque ce seront des critères de routage. Bien fait en haut. Il y a une nouvelle question qui arrive. Vous cliquez en haut. Alors, voilà. Alors. Ouf. Alors. Yacine. Alors là, c'est une question avec beaucoup d'acronymes. La V15 propose-t-elle maintenant nativement la génération du FEC, fichier d'écriture fichier d'écriture comptable, en répondant à la compta auxiliaire client suivant les règles comptables et fiscales? Alors ça... Certains, c'est que nous, on ne gère pas la compta. Alors non, mais le FEC est un format normalisé, mais je n'ai plus en mémoire... On a toutes les informations pour pouvoir les générer. Oui. Est-ce qu'on génère le format spécifique? J'aurais tendance à dire que non. Pas nativement. C'est une bonne question pour savoir. J'en ai entendu parler. Il y a d'autres précisions. Oui, c'est Ethan qui chez nous qui nous parle de ça. Mais je ne crois pas qu'on ait ce format natif en sortie d'OpenCell. Et ça, effectivement, c'est des choses. On a le GL, le General Ledger, qui contient
beaucoup d'informations, peut-être pas toutes demandées dans le FEC, mais ça contient toutes les informations du code comptable, du libellé, du numéro de compte et tout ça. Et donc, c'est en cours de toute façon, cette partie auxiliaire, elle est toujours en chantier. Ça dépend de... Enfin, pour l'instant, comme a dit Stéphane, j'aurais l'intention de dire non, mais on peut checker ce qui manque et en fait, on a toutes les informations. On peut toujours générer un fichier. Une question naïve, parce que ça, moi, je suis en train de regarder rapidement dans notre base, dans notre base Jira. Il y a eu une évolution, je vois, en 13.3 d'un finance rapport écriture comptable. On pourra voir individuellement, je pense à Alain pour répondre à la question, mais moi, je vois qu'il y avait quelque chose qui avait été fait dans une version 13.3 qui porte un nom quasiment similaire. Donc, je ne sais pas si c'est à ça dont tu fais référence, mais le FEC en tant que tel. Mais je sais pas justement, quand je regarde ça, c'était déjà effectivement lié à une demande, effectivement. On a toutes les Autour de ça. informations, on a l'écran pour afficher les informations sur le portail. Ouais. Par contre, on ne doit pas avoir d'export, on n'a pas d'export d'un fichier normalisé. Bah, écoute, il y a quelque chose qui avait été fait à l'époque, sur la 13.3 qui s'appelle un rapport des finances, rapport écriture comptable. Donc, je pense que on ne devait pas être très loin, si ce n'est, c'est déjà fait. Et ça, il faudra qu'on creuse plus particulièrement ça, en dehors de cette session. Et je ne sais plus qui nous a parlé de ça, mais ça, on se rapprochera de toi, Alain, et puis on verra ça aussi avec Renan. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Message qui apparaît. Merci pour votre réponse. Mais, ouais. On reste de toute façon très proche de vous sur les besoins, vous tous sur les besoins, les demandes d'évolution, etc. Donc, sachez que la partie INSEE, nous, on avait déjà regardé, on loguera ça aussi dans la partie des demandes de chain request. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il est midi 18. Je pense que vous avez tous faim, nous aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Et puis, si on n'a pas d'autres, n'hésitez pas à passer par vos interlocuteurs habituels pour les questions, les demandes d'évolution, les demandes de précision aussi sur les roadmaps. Je sais que c'est souvent des questions, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans les versions suivantes, etc. Voilà, tout ça, et par vos contacts habituels, vous pouvez avoir effectivement un certain nombre de réponses là-dessus, sachant que nous, on a encore des plannings bien chargés dans les versions qui arrivent. Là, on finit dans un mois la version 15.1 avec encore toutes les évolutions sur l'accessibilité, les performances sur lesquelles on fait des backports effectivement sur des versions précédentes, des évolutions fonctionnelles aussi. OpenCell continue à bien évoluer. Voilà, je ne vois pas de nouvelles questions arriver. Bah, écoutez, on va vous remercier. On va remercier aussi toute l'équipe de l'usine qui a développé et qui a réalisé ces milliers de jours hommes d'évolution. Juste pour vous donner une idée, la partie EN 16931, c'est un an homme de travail. On a pas mal travaillé le modèle. Voilà, il y a vraiment, on remercie vraiment tous ceux qui participent au développement d'OpenCell, aussi bien par leurs idées, mais pas que par leur réalisation. C'est vraiment un vrai travail collectif de faire évoluer et j'ai envie de dire, d'orienter OpenCell voilà, dans le sens des demandes clients. Il y a des choses dont on ne parle pas aujourd'hui, typiquement le connecteur Salesforce qui est travaillé par ailleurs. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses dont on ne vous parle pas aujourd'hui, d'autres choses qui arrivent dans la 15.1. Ce sera l'occasion d'en parler pour le prochain webinaire de la 16. Voilà. Si je vois encore arriver une petite question. Vers une simplification, effectivement, des éléments de la valo. Alors, est-ce que voilà, les EDR, Wallet Operation, Rating Line, Voice Line, oui, c'est des choses auxquelles on réfléchit très activement. L'impact étant aussi important, aussi bien des écrans que des process, des jobs.
et de la migration pour nos clients. Donc, c'est effectivement quelque chose auquel on pense très activement. On parle de performance via les traitements, on parle aussi de la volumétrie des bases. Donc, ça, évidemment, c'est des questions qu'on se pose très régulièrement, surtout Wallet Operation Ready Transaction. Et on sait qu'on a un peu un doublon sur les deux sujets, c'est historique, il y a une vraie raison à ça. Mais voilà, donc c'est des choses qui a un peu disparu. Voilà, raison qui a un peu disparu, mais c'est effectivement des choses dont on parle très souvent actuellement quand on parle de performance. Mais effectivement, le sujet de migration est à prendre en compte aussi pour être sûr entre guillemets, que les migrations se passent bien. Voilà, mais je peux dire qu'on en parle depuis un an. Ça se fera. Ça se fera. La question, le quand et le comment reste encore à définir. Exactement. Parce qu'on sait qu'on a un vrai gain de performance et de taille de base de données à traiter effectivement une simplification de cette chaîne. Voilà. Donc, écoutez, encore une fois, je remercie tout le monde d'avoir participé à la réunion. Merci pour vos questions, merci pour vos participations. Et puis, cette version du webinaire sera partagée en ligne pour tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Ah, encore une question. Côté intégrateur, on voudrait un mode intégration qui ouvre les blocages au niveau des modifications des offres produits. Oula, portail. Oula là là là. On est vite coincé en phase de conception vis-à-vis des contrôles. Ouh, la question, elle est précise sans être précise. C'est une demande d'évolution. Ça sera l'objet d'une demande d'évolution. Après, vous n'êtes jamais vraiment bloqué parce que puisque vous êtes intégrateur, vous êtes capable d'aller modifier le statut d'une offre en base pour la remettre en draft et d'aller la modifier derrière. Voilà. Le blocage, il est tout relatif. Il est très relatif, mais pour certaines oreilles chastes présentes sur ce call, normalement, une offre publiée ne devrait pas être modifiable ensuite. Donc, voilà, il y a évidemment des pour et des contre. Évidemment, il y a des choses qu'on a laissées effectivement plus ouvertes côté API qu'au côté portail, même si effectivement, dans une rigueur absolue, on devrait le bloquer. Donc, attention, encore une fois, toute décision côté intégration doit être prise en connaissance de cause de clients ayant déjà souscrit, étant déjà sur cette offre, sachant que nous fournissons des capacités de versionning, des produits, des offres, des matrices de prix, etc., qui devraient effectivement permettre de gérer ça sans aller plus loin. Là, j'imagine que la question, c'est plutôt pendant la phase de développement. Oui, de développement initial, oui. Je comprends qu'effectivement, une fois qu'on a validé tous les éléments, on ne peut plus les modifier. Et donc, tu es obligé de soit créer des nouvelles offres. Alors, normalement, quand tu fais ton projet, tu le fais par API, donc c'est relativement simple. Mais de temps en temps, tu es obligé d'aller modifier le statut manuellement. Dans la phase d'intégration. Ouais. Mais c'est vraiment pendant la phase de dev. Hein. Il y a pas de... en production, ça ne devrait jamais arriver. Commentaire. Il faut être fort en Postman. Et qu'effectivement, mais nos intégrateurs sont forts en Postman. Nous avons plein d'API. Et elles sont là pour ça. Effectivement, il y en a qui veulent jouer avec les différentes versions. Oui, mais ça, c'est prévu dans les phases de pré-prod. On est bien d'accord. On l'avait bien compris comme ça. Mais c'est pour ça que on rappelle aussi que si on laisse cette possibilité-là, il faut vraiment s'interdire pour la production. Voilà. Voilà, encore est-ce qu'il y a encore une question qui nous vient? Pas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la documentation et à vos interlocuteurs habituels. Voilà, on va clore la session. Merci à tout le monde et on souhaite une bonne journée et un bon appétit.